d'évaluation et de contrôle qui dépend de la commission des finances pour étudier les chambres consulaires. Ces travaux, cette demande de travaux est consécutive à l'émotion qu'a pu créer les décisions budgétaires qui ont été appliquées aux chambres pour ce budget 2015. Donc, nous avons procédé à un certain nombre d'auditions avec cette difficulté d'avoir à gérer, à travailler à la fois sur les chambres d'agriculture, les chambres de métier et les chambres de commerce, qui sont autant de sujets très, très différents. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous entendre sur votre retour sur à partir des contrôles sur les chambres, spécifiquement des métiers. On est bien d'accord? Non, non. Sur les têtes des réseaux. Les têtes de réseau. Sur les têtes de réseau, puisque ce sont les chambres régionales qui, par définition, approchent localement chacune. Pardon. Bien, merci. Et alors, bonjour, mesdames les rapporteurs, et merci donc de ces propos de bienvenue. Alors, donc la Cour des comptes est toujours ravie, effectivement, et honorée de venir s'exprimer devant vous. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième chambre de la Cour des comptes que vous avez conviée. Guy Piolet, je suis le président de la chambre de cette chambre, et je suis aujourd'hui accompagné de deux conseillers maîtres, mes collègues Olivier Mousson et Isabelle Gravière-Troadec. Alors dans la commande qui nous a été passée à travers ce qu'on a compris, donc on a compris qu'on vous parlerait des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers, mais qu'on vous parlerait aussi de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, puisqu'on avait on avait donc convenu, et c'est un petit peu comme ça qu'on va organiser, si vous le voulez bien. Moi, je vais essayer très brièvement de vous décrire le cadre dans lequel interviennent les juridictions financières, sans prendre trop de votre temps. Ensuite, Olivier Mousson vous parlera plus particulièrement des productions de la Cour des comptes, donc de tout ce qui est du niveau national. Et Isabelle vous parlera de ce qu'on trouve dans les productions des chambres régionales des comptes, où là, on sera au niveau des contrôles organismes dans les juridictions financières qui sont dans chaque région. Alors, quelques propos en essayant de faire court pour expliquer pourquoi vous risquez peut-être d'être déçus, parce qu'on va vous dire, puisqu'on va sans doute pas vous dire tout ce que vous attendez, notamment dans une optique assez panoramique, assez nationale et assez synthétique. Alors, premier point, donc les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers sont des établissements publics nationaux. Donc, juridiquement, ils relèvent du contrôle de la Cour des comptes. Mais ce sont des organismes qui ne sont, bien qu'étant des établissements publics, qui ne sont pas dotés d'un comptable public. Ce qui fait que pour la Cour des comptes, pendant très longtemps, c'était des organismes dont le contrôle était, je dirais, facultatif, n'était pas obligatoire. Il n'est toujours pas, d'ailleurs, obligatoire. Alors, ces contrôles, donc, traditionnellement, je dirais jusqu'à la fin des années 90, étaient assez peu fréquents. Ce constat, joint au constat de la proximité des chambres de commerce et des chambres des métiers avec le monde local, a fait que la Cour des comptes a souhaité déconcentrer ce contrôle au niveau des chambres régionales des comptes. Et ça a été permis par la loi de 2001, qui a réorganisé un petit peu les juridictions financières. Donc il y a eu un certain nombre d'arrêtés du premier président de la Cour des comptes, qui a organisé une délégation du contrôle des chambres des métiers et des chambres de commerce et d'industrie auprès des chambres régionales des comptes. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'on vous a expliqué pour les chambres d'agriculture. C'était vrai aussi pour les universités, pour tout un tas d'autres organismes que la Cour des comptes contrôlait. Dans le cas des chambres de commerce et des chambres de métiers, il n'y a pas eu de retour. C'est-à-dire que la Cour des comptes n'a jamais repris cette compétence, parce qu'on était vraiment dans le cas d'organismes qui, par construction, étaient plus liés au monde local qu'au monde national. Par ailleurs, les chambres de commerce et les chambres de métiers n'ont pas du tout le caractère d'opérateur de politique publique nationale. Ce qui fait que la Cour des comptes, qui se concentre sur ces politiques nationales, n'avait aucune raison de les reprendre, contrairement à ce qui se passe pour les chambres d'agriculture. Alors la Cour des comptes a conservé quand même dans son portefeuille le contrôle des entités qu'on va qualifier de fédératives, des entités nationales, donc la PCMA pour les chambres des métiers, ou la PCCI devenue CCI France pour les chambres de commerce. La Cour des comptes, deuxième chambre, contrôle aussi l'administration de tutelle, la DGE. Et ce que l'on va vous dire à travers les productions de la Cour des comptes sera essentiellement tiré de nos travaux de contrôle de la PCMA qui se sont achevés en 2014, l'an dernier. Pour CCI France, nous avons programmé de les contrôler. Nous l'avons programmé pour cette année. Donc notre dernier contrôle, évidemment, remonte à un certain nombre d'années, mais enfin on essaiera quand même de le valoriser. Nous avons aussi programmé un contrôle de l'administration de tutelle, donc la Direction générale des entreprises,
pour la fin de cette année. Alors évidemment, tout le reste, ce sont les chambres régionales des comptes qui les contrôlent. Alors je rappelle qu'il y a 25 chambres régionales ou territoriales. Essentiellement en chambre métropolitaine, il y en a 15. Et elles doivent donc contrôler environ 250-260 organismes qui, encore une fois, ont le caractère de contrôle facultatif pour ces chambres régionales des comptes. Ce qui fait qu'on est dans un contexte de contrôle organique, organisme par organisme, chambre par chambre, ce qui nous met relativement pas dans une position très favorable pour répondre à des questions synthétiques qui sont quand même au cœur de votre démarche. Il n'y a pas dans notre catalogue, je dirais, de synthèse nationale ou d'études nationales très récentes qui pourraient donc vraiment rentrer dans le cœur de cible. Alors, ce qu'il faut aussi peut-être dire, c'est que la programmation du contrôle d'une chambre de commerce ou d'une chambre des métiers se fait chambre régionale des comptes par chambre régionale des comptes en fonction d'un certain nombre de critères. Et évidemment, les chambres régionales des comptes qui ont la maîtrise de leur programmation doivent faire des arbitrages. Dans chaque chambre régionale des comptes, il y a une espèce de liste des comptes qui sont classés par enjeux financiers. Et évidemment que les chambres des métiers et les chambres de commerce ne sont pas les organismes avec les plus grands enjeux financiers. Ce qui fait que les chambres régionales des comptes ont tendance à assimiler ces contrôles à des contrôles, par exemple, d'associations subventionnées ou de sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire des organismes qu'elles ont la capacité de contrôler, mais qui ne représentent pas, en termes de maîtrise des risques, en termes d'appréciation du risque, les enjeux les plus élevés. Donc elles s'efforcent de les contrôler en fonction de leurs moyens, mais comme il s'agit d'un contrôle qui est facultatif, comme il s'agit d'organismes qui ne déposent pas leurs comptes tous les ans au greffe de la Chambre régionale des comptes, vous n'allez pas trouver une quantité considérable de production des chambres régionales des comptes sur les chambres de commerce ou les chambres de métiers. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ces organismes, chambres de commerce, chambres des métiers, sont soumis à des règles qui ne sont pas celles des établissements publics, mais qui sont plutôt celles des entreprises privées, dans le domaine qui est le nôtre, qui est le domaine comptable. Par exemple, elles appliquent le plan comptable général, enfin une comptabilité qui est calée sur le plan comptable général et pas les instructions M, etc. Ce qui fait que leurs comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes et elles vont rentrer dans le périmètre des contrôles de la Cour des comptes au titre de l'article 132.6 du Code de gestion financière, c'est-à-dire ce travail de la Cour des comptes qui consiste à apprécier la qualité des comptes des administrations publiques qui font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes. Donc évidemment, en prenant le problème de ce côté-là, ça veut dire que si les commissaires aux comptes certifient sans réserve ou certifient avec un très petit nombre de réserves, ça voudra dire du côté de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes que les facteurs de risque ou les critères de risque sont plus ou moins élevés en fonction de ce que diront les commissaires aux comptes. Alors à ce titre, si on prend le dernier rapport qui date d'octobre de 2014 sur la qualité des comptes des administrations publiques, en s'intéressant simplement aux chambres de commerce et aux chambres des métiers, on s'aperçoit que pour les chambres de commerce, 98% des rapports de commissaires aux comptes ne comportent aucune réserve sur les comptes de ces organismes. La proportion est un peu différente pour les chambres des métiers. Là, on est plutôt si vous voulez, il y a 12 rapports qui contiennent des réserves pour 133 rapports de certification qui sont parvenus à la Cour des comptes. Et ces réserves sont plutôt liées à des pratiques de comptabilité particulières pour les CFA. Ce ne sont pas des défaillances au sens financier ou au sens de l'irrégularité manifeste, mais c'est plutôt le fait que les CFA, qui doivent tenir une comptabilité spécifique, ne le font pas toujours dans les règles de l'art. Donc globalement, si on se fie sur ce rapport d'octobre 2014, eh bien les chambres de commerce ou les chambres de métiers ne se signalent pas par une qualité comptable dégradée, qui justifierait donc qu'on relève un peu l'échelle de risque au niveau de la programmation, au niveau des chambres régionales des comptes. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le dispositif juridique actuel, il n'y a pas de dispositif de signalement. Si vous prenez le cas des collectivités locales, par exemple, les préfets, voire les élus, peuvent signaler à la Chambre régionale des comptes une situation financière dégradée et demander un contrôle. Il y a plusieurs procédures, je n'entre pas dans le détail. Il n'y a pas d'équivalent pour les chambres de commerce, d'industrie ou pour les chambres de métiers. Donc en l'absence de signalement encadré par des procédures légales ou réglementaires, en l'absence aussi de ce qu'on verra à travers les travaux des chambres régionales des comptes, en l'absence de gros sinistres qui soient portés à la connaissance de la Chambre régionale des comptes,
eh bien, tout cela explique qu'il y ait finalement assez peu de production récente sur les chambres de commerce et les chambres de métiers. Alors cela dit, les juridictions financières sont conscientes de l'intérêt qu'il y aurait à dépasser cette situation, parce que même si nos ressources sont limitées, même si les signalements en termes de risque sont relativement modestes, c'est vrai qu'on aurait tous à gagner à sortir un peu du cadre de monographie organisme par organisme pour aborder des travaux de synthèse. Alors comme l'arrêté de délégation actuel expire à la fin 2015, les chambres générales des comptes et la Cour des comptes se sont interrogées un petit peu sur le dispositif et elles ont convenu de renforcer leur coordination. Et donc on va créer, enfin on est en train de créer un système qui assurera un pilotage des thèmes de contrôle et qui orientera les contrôles des chambres générales des comptes et de la Cour des comptes de façon à assurer une coordination et le cas échéant pouvoir produire des études de synthèse. Voilà, donc assez rapidement dresser le paysage dans lequel nous évoluons. Donc mes collègues vont vous présenter un certain nombre d'aperçus de ces questions. Donc Olivier Mousson vous parlera de nos productions les plus récentes au niveau de la Cour, essentiellement la PCMA, mais aussi un certain nombre de travaux périphériques du monde consulaire, mais qui a comporté des observations qui concernent le sujet. Isabelle Gravière-Stradec vous parlera d'une revue de ce qu'ont produit les chambres générales des comptes dans leur rapport d'observation définitive. À ce sujet, il faut quand même que je rappelle que dans les chambres générales des comptes, les procédures sont assez contraignantes pour le contrôle. Il y a une procédure de contradiction, de notification, puis de deuxième contradiction, ce qui fait qu'en général, lorsque le rapport devient communicable et public, c'est quand même quelques mois, voire années, après la production des comptes. Voilà, donc en ce qui me concerne, je vous propose de passer la parole à Olivier Mousson pour la suite de la présentation. Merci. Donc je me concentrerai surtout sur les recommandations issues de ces rapports dans un premier temps. Donc d'abord, en effet, le rapport, le relevé d'observation définitive, comme ça qu'on l'appelle, sur la PCMA, qui est effectivement relativement récent, mais qui est sorti en 2014, mais qui porte sur l'exercice 2006 à 2012. Donc de ce fait, ce rapport éclaire sur les effets de la réforme de 2010, notamment sur la réorganisation du réseau et les efforts de mutualisation, mais il n'analyse pas la dégradation, dont vous avez parlé tout à l'heure, des résultats des années 2013, 2014 et même 2015 du fait du plafonnement des ressources et des prélèvements de l'État sur le fonds de roulement. Alors, ce relevé d'observation a donné lieu à 4 principales recommandations. Les 3 premières s'adressent à la fois à la PCMA et à la tutelle, et la dernière exclusivement à la tête de réseau. Alors, première recommandation, mais qui est une recommandation qui existait déjà dans le précédent rapport, en 2007, le fait qu'il y ait un contrat d'objectifs et de performance signé entre la PCMA et la tutelle. Il n'est toujours pas signé, à notre connaissance, alors qu'il a été écrit par la PCMA, voté par la PCMA, mais toujours pas signé, du fait justement des négociations. C'est un élément de négociation. D'un côté, la PCMA essaie de mettre dans ce COP des exigences en matière de ressources et ne veut pas s'engager à des résultats très précis à partir du moment où elle n'est pas sûre d'avoir ces ressources. Donc c'est un élément de... Donc la recommandation est qu'il soit signé et qu'il soit également décliné par des conventions d'objectifs et de moyens dans toutes les régions. Seconde recommandation, elle porte sur les économies rendues possibles par un rapprochement entre les 2 réseaux consulaires, des CCI et des CMA. Vous savez que c'était une idée qui existait au départ dans la RGPP, qui avait donné lieu d'ailleurs à des montants d'économies prévisionnelles. Le Premier ministre a exclu, par lettre du 4 mars 2014 adressée à chacun des présidents tête de réseau, qu'il n'y aurait pas de fusion. Et d'ailleurs, c'est un des préalables également du rapport de l'IGF et du CGIET. Néanmoins, la Cour considère qu'il y a des sources d'économie, non pas dans cette fusion, mais au moins dans un rapprochement, notamment dans ce qui concerne tout ce qui est les formalités pour les entreprises, double formalité, le cas échéant double coût pour les entreprises, possibilité de revoir tout ça sur un plan immatériel. Donc là, ça fait partie de la deuxième recommandation de la Cour, c'est
vraiment qu'il y ait des efforts, et qu'à partir du moment où peut-être que les réseaux sont un peu rassurés sur le fait qu'ils ne vont pas être fusionnés, et on sait que la PCMA, les CMA ont un peu peur d'être mangés par les plus grosses CCI qui commencent à se parler et à s'échanger les informations et tout ça pour le bien des entrepreneurs, puisque les artisans sont à la fois au registre des métiers et également au registre de commerce. Pardonnez-moi, monsieur, si je peux vous interrompre à ce stade. Est-ce que vous allez jusqu'au sujet du fameux problème de la double cotisation? À ce qui vous occupe, à savoir la loi du 23 juillet 2010, qui a souhaité donc que le processus de réorganisation des CMA mette la Chambre régionale au centre du réseau des chambres des métiers. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la Cour recommande que ce processus s'accélère. Je pense que c'est le cas également de ce que vous êtes amené à prendre comme loi, et mette en particulier un terme à l'existence des chambres de région partielles. Donc, ça fait partie des recommandations. Aujourd'hui, je crois que sur le fait, la PCMA y est prête, incontestablement. Je pense que dans un premier temps, c'était peut-être nécessaire de commencer, il faut bien commencer par quelque chose, et de lancer ces chambres de région partielle. Maintenant, je pense qu'il faut y aller et assez rapidement. D'après ce que je crois savoir, en 2015, mais vous avez sans doute eu le discours de François Moutot, ils sont sur à peu près la moitié des chambres de région, 6 sur 13, où ils espèrent assez rapidement avoir des chambres de région et non pas des chambres de région partielles. Il reste l'autre moitié. La question, comment les forcer à aller plus vite. Il y a un autre élément dans la loi du 23 juillet 2010, c'est l'action de mutualisation des fonctions support. Alors, la recommandation dans ce cas à la PCMA, c'est de faire un bilan annuel de la politique de mutualisation informatique en termes d'efficience, d'économie, de la gestion des moyens comptables, de la gestion des ressources humaines et du traitement de la paye. Nous considérons que la PCMA est totalement capable de le faire, elle est légitime et elle a les moyens de le faire. Et elle commence à le faire. La seule chose, c'est qu'ils commencent à mettre en place les outils, ils n'en sont pas encore à mesurer les économies. Voilà. Même s'ils ont des espérances, effectivement, d'économies, notamment sur la suppression des sections comptables locales par le regroupement au niveau de la région. Sur la CFCI, on a moins de réponses précises. Alors à l'époque, on ne faisait pas encore de recommandations. Mais la CFCI a fait l'objet d'un référé en 2006, d'une insertion au rapport public de 2009, d'un contrôle qui portait sur 2005 à 2009. Donc, il n'a donc pas traité de l'impact de la réforme de juillet 2010. Elle était dans les tuyaux. Et comme le président vous le disait tout à l'heure, on va lancer un rapport d'ici la fin de l'année qu'on a un peu retardé parce qu'on se posait la question effectivement d'un grand contrôle sur l'ensemble des réseaux à un moment donné. Donc, finalement, ça n'a pas été décidé. Donc, les dernières observations de la Cour sur la CFCI, aujourd'hui CCI France, portaient surtout sur le fait que le CCI France n'avait pas les moyens d'exercer son rôle de tête de réseau, principalement parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière, également parce que le poids effectivement de la CCI Île-de-France, qui à un moment donné était souvent d'ailleurs à la fois président de la CFCI et président de CCI France, et c'est plus le cas, donc il y a un blocage, l'autorité n'est pas évidente, et la question, je crois, du pilotage stratégique du réseau par CCI France reste toujours d'actualité. Elle se pose beaucoup plus que pour la PCMA. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler également sur le rôle de la tutelle et qui doit piloter ces réseaux. Comme le président Piolet vous le disait tout à l'heure, nous avons également des rapports, non pas périphériques, mais qui sont faits souvent d'ailleurs avec les chambres régionales,
et qui porte sur les missions des réseaux. On a un premier rapport sur les dispositifs de soutien à la création d'entreprise, qui venait d'ailleurs d'une demande, je crois, de l'Assemblée. On a un deuxième rapport sur l'insertion des écoles de commerce et de gestion. Et puis, on a également un rapport on n'a pas encore terminé, sur UbiFrance. Et on regarde effectivement le rôle international des réseaux consulaires. Sur les dispositifs de soutien à la création d'entreprise, il y a une recommandation qui concerne spécifiquement principalement les chambres de commerce. La Cour recommande de préciser les missions des chambres consulaires en matière d'orientation et d'accompagnement des porteurs, de définir des conditions financières cohérentes avec la définition de leur rôle par rapport aux autres acteurs du domaine. Alors, depuis, un contrat d'objectifs et de performance a été signé par les CCI et l'État, qui est une première réponse avec des indicateurs de résultats sur l'action du réseau en matière de création d'entreprise. Maintenant, il faut que ça se traduise par des conventions régionales, parce que ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a autant de cas que de régions. Il y a des régions où ça se passe très bien, il y a des régions où ça ne se passe pas bien du tout. Donc il faut des indicateurs, il faut des cibles. Aujourd'hui, il n'y a pas de cible. Donc il faut attendre que ces conventions de moyens soient signées pour bien vérifier que notre recommandation sera bien appliquée. Deuxième rapport, donc l'insertion au rapport public sur les écoles supérieures de commerce et de gestion, qui date de 2013. Alors c'est un rapport qui me paraît intéressant, justement dans le cadre de la rareté des ressources, parce que ce rapport met en évidence d'une part l'absence de cohérence et de détermination de la fonction de pilotage et de contrôle des écoles, le fait qu'il y ait une double tutelle du côté de Bercy et du côté du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur fait que finalement il n'y a aucune tutelle. Le deuxième élément, c'est la baisse notable du financement des écoles par les CCI, ce qui ne va pas s'améliorer de ce fait, et qui implique un changement de modèle économique pour ces écoles. Et on recommande de ce fait un changement de statut, à partir du moment où les CCI ne financent finalement une minorité du budget de ces chambres. Donc c'est le problème d'HEC actuellement, de chercher des ressources par ailleurs. Et si jamais voire de vendre, de supprimer certaines écoles de commerce et de fusion, bien sûr, voire de rachat par des acteurs privés. On est vraiment dans le cœur du sujet avec la baisse des recettes. Dernier rapport donc sur UbiFrance. Alors tant qu'on en parle, le fait qu'il y ait plusieurs réseaux entre les régions, l'État, les réseaux qui ne se parlent pas, qui se font concurrence. Donc on a deux recommandations. Clarifier, organiser le travail en commun avec les CCI afin de limiter, ça c'est une recommandation qui s'adresse à UbiFrance, qui n'était pas beaucoup, à mon avis, d'efforts pour travailler avec les CCI, et ça ne s'améliore pas. J'ai bien l'impression que même si il y a, d'une part, on constate, ça me paraît intéressant, qu'il y a une continuité du réseau consulaire qui existait moins auparavant entre les chambres de commerce territoriales et les CCIFE. Donc il y a une volonté d'avoir un réseau consulaire à l'international, mais ça a tendance à solidifier le réseau, également par rapport au réseau État et au réseau région. Il faut vraiment qu'ils se divisent le travail. Il est clair que les forces humaines dans les territoires, elles sont dans les CCI, elles sont nulle part ailleurs. Donc il faut derrière qu'il y ait une liaison avec l'appui à l'international. Et puis à l'étranger, il faut clairement que l'État dise, ben voilà, on n'est pas présent, on n'a pas les moyens d'être présent dans tel pays, à vous de jouer, CCIFE, et en toute transparence des coûts, ce qui est rarement le cas. Parce que d'un côté, l'État demande, à la limite, est prêt à
accorder une dévolution de services publics à des CCIFE, mais demande presque de l'argent pour ça, alors qu'Ubifrance, elle, est subventionnée quasiment à 80%, alors que les CCIFE sont des organismes privés qui n'ont pas de subvention. Donc il faut vraiment une clarté des coûts sur ce sujet. C'est l'objet également de la recommandation de la Cour sur Ubifrance. Voilà. Merci. Donc, compte tenu de ce que le président Piolet expliquait sur le délai nécessaire entre les comptes que l'on regarde et le moment où sort le rapport, on s'est dit que pour que ça soit utile pour vous et qu'on prenne en compte la loi de 2010, il fallait s'intéresser au rapport des CRC à partir du printemps 2012. Ça fait 3 ans. 3 ans, il y a eu une trentaine de rapports, mais une petite dizaine ont été consacrés au travail sur les écoles de commerce dont a parlé Olivier. Ça, je ne les ai pas regardés puisque la synthèse avait été faite par la Cour. Donc, il en reste une vingtaine qui traitent pour un tiers des CMA et pour 2 tiers des chambres de commerce. Et j'ai focalisé ma lecture sur, bien sûr, ce qui était en lien avec les sujets qui vous concernent. Il y a, et c'est normal dans tous les contrôles organiques que font les chambres régionales des comptes, beaucoup de choses qui peuvent concerner la commande publique, non-respect du code des marchés, des dysfonctionnements dans la gestion RH, là aussi, non-respect de certaines règles statutaires ou de paiement d'indemnités de départ, etc. J'ai pensé que ça n'était pas votre sujet. Donc, je vais aborder sur les sujets qui nous intéressent successivement les CCI, puis les CMA. Pour les chambres de commerce, il y a eu des analyses fouillées, mais ça, comme toujours, là aussi, un contrôle organique en CRC sur la situation financière. Ce que disent les chambres régionales, il y a 10 chambres à peu près qui ont participé à ces contrôles. Toutes n'ont pas, pour les raisons qui ont été évoquées, fait de contrôle pendant ces 2 ou 3 années. Globalement, la situation des chambres de commerce est jugée saine, même si les rapports les plus récents soulignent un début de réduction, et c'est logique, des recettes fiscales, ainsi souvent d'ailleurs que des ressources propres. Et de la même façon, les rapports des collègues de chambre régionale soulignent que les réserves des années antérieures sont importantes, ce qui explique des fonds de roulement significatifs pouvant aller parfois jusqu'à plus d'une année de fonctionnement. Je pense par exemple, mais pas la seule, mais à la chambre régionale de Lorraine. Donc, gestion plutôt bonne des CCI. Il y a même un satisfecit qui a été adressé en particulier. Je prends quelques éclairages concrets à la CCI Nantes-Saint-Nazaire. La chambre régionale parle de rigueur et de qualité de gestion. J'ai relevé toutefois quelque chose qui, je pense, peut vous intéresser. Je n'ai trouvé que ce cas-là. C'est le rapport le plus récent que j'ai lu, du 3 mars 2015, qui concerne la CCIR d'Aquitaine. Il est dit: le solde financier, la capacité d'autofinancement, a toujours été positif sur les années écoulées, mais le budget primitif 2014 prévoyait toutefois un résultat et une capacité d'autofinancement négatif. C'est-à-dire que la Chambre n'a pas voulu emprunter et a préféré là tirer sur ses réserves. Concrètement, ça revient à ça. Et on voit bien là la conséquence, le début peut-être de conséquences de décisions qui ont pu être prises. Mais c'est le seul cas que j'ai trouvé compte tenu du calendrier, je dirais. Il faut aussi bien sûr avoir conscience que l'exploitation de grosses infrastructures, surtout si la CCI n'est pas très importante, pèse lourdement sur les comptes. Par exemple, dans le cas de la CCI de Pau-Béarn qui a été contrôlée, il y a eu un premier résultat déficitaire en 2009, essentiellement consacré à la gestion de l'aéroport de Pau-Pyrénées. Même chose pour la CCI de Bayonne-Pays Basque qui a été contrôlée. Le ROD a été publié en décembre 2014. La CRC souligne la baisse du résultat de la CCI qui est passée de façon significative de près de 4 millions d'euros en 2009 à 620 000 en 2012.
sous l'effet conjugué de l'importance des amortissements pour investir, des ponctions opérées par le niveau régional, la Chambre régionale d'Aquitaine sur la ressource fiscale, et de la chute d'activité du port de Bayonne. Donc, à chaque fois, on retrouve dans tous les contrôles ces mécanismes. Autre point qui est parfois souligné, c'est le manque de perspectives stratégiques. Alors, c'est un peu la poule et l'œuf. Peut-être que les chambres diront qu'elles n'ont pas beaucoup de perspectives stratégiques parce qu'elles n'ont pas beaucoup de perspectives financières et fiscales. En tout cas, elles peuvent peut-être répondre à cela. Mais les chambres le soulignent. La CRC d'Aquitaine rappelle qu'il s'agit d'une obligation qui est imposée par le Code de commerce que de bâtir un document stratégique. C'est l'article L 711-8. Et la CRC, pourtant, constate que, d'une part, le processus a été engagé tardivement. Dans le cas d'Aquitaine, je vais citer plusieurs fois ce contrôle parce que, encore une fois, c'est le plus récent et c'est sans doute celui qui correspond le mieux à ce que vous cherchez. Donc, le processus n'a été engagé qu'en 2013 et qu'à la date de fin de contrôle, la Chambre régionale n'avait toujours pas adopté ce schéma directeur. En ce qui concerne l'impact de la réforme dans les chambres de commerce, très peu de rapports parlent vraiment de la réforme. Très peu même citent la loi de 2010. Mais les rapports les plus récents qui en parlent soulignent tous le caractère encore timide des évolutions. Timide sur les regroupements. Le rapport de la CCI d'Aquitaine en parle pour indiquer que les tentatives de regroupement infradépartemental n'ont pu déboucher que dans un département, la Gironde. Ailleurs, il y a eu un refus des CCIT concernés. On parle de la réforme sous l'angle des mutualisations, mais là aussi assez peu. Je l'ai vu dans 2 rapports. Le rapport d'octobre 2013 sur la CCI de Lorraine, pour regretter que le groupe de travail sur les mutualisations ne se soit réuni qu'une fois en 2011, alors que pourtant, dit la Chambre régionale des comptes, c'est un point essentiel compte tenu de la mise en œuvre de la réforme. Et puis, la CRC Aquitaine qui précise que, alors là, elle prend les mutualisations sous un autre angle, qui est ce qui avait été, je ne sais pas s'il faut le mettre au présent ou à l'imparfait, envisagé, de regrouper chambre de commerce, chambre de métier, qui est dans un stade encore plus ambitieux. Et donc, la Chambre régionale des comptes dit que cette possibilité n'a pas été utilisée, que couvre pourtant l'article D711-41, mais que quand même, il existe une journée commune de l'économie en Aquitaine, qui est vraiment une version minimale. Et puis, 3e point qui est évoqué au titre de la réforme, mais là aussi assez peu, ce sont les schémas sectoriels. Ce point est particulièrement important puisque, vous le savez sûrement très bien, c'est ce qui doit permettre de ventiler la ressource fiscale entre les chambres par la Chambre régionale. C'est sur la base des schémas sectoriels, dont 5 sont obligatoires, qu'on est censé ventiler la ressource fiscale. La plupart des chambres, de ce que j'ai lu, ont adopté ces schémas. Mais après, tout dépend de la façon dont on les a adoptés. Et pour autant, ces schémas ne permettent pas forcément de ventiler de façon rigoureuse et incontestable et incontester la ressource. Voilà, et donc les autres sujets, je vous le disais, ne concernent pas vraiment votre préoccupation. Voilà, je voulais juste signaler quand même, rappeler le poids des infrastructures portuaires et aéroportuaires. À ce sujet, d'ailleurs, dans le rapport public annuel de la Cour, il y a une mention d'un exemple particulièrement coûteux, 32 millions d'euros, du développement parallèle des aéroports de Dijon et de Dole à une 50aine de kilomètres l'un de l'autre et de façon concurrente parce que relevant notamment de 2 régions. Voilà pour les CCI, les chambres des métiers. Alors là, c'est vraiment un autre paysage. Donc, j'ai lu 6 rapports concernant les chambres de métiers. La situation est globalement dégradée. En tout
cas nettement plus que dans les chambres de commerce et parfois même fortement outre-mer. Il y a eu notamment le contrôle de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis. Je cite 2 phrases de la CRC qui dit « Le solde budgétaire consolidé a été constamment déficitaire de 2010 à 2013. Ce résultat est lié au déficit structurel du CFA, dont l'activité diminue lentement. » Et la CRC ajoute « Les mauvais résultats du CFA en matière d'apprentissage résultent fortement du défaut de vision prospective et d'action engagée à long terme. » Et là, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, le manque de perspective. Même constat pour la CMA du Var, qui se trouve dans une situation financière dégradée, même s'il y a eu un redressement en 2012, et c'est particulièrement le poids des CFA est particulièrement lourd, puisque la Chambre du Var en a plusieurs, sur plusieurs sites. Voilà. Pour autant, cette Chambre a encore des réserves. Et alors, le stade plus sérieux encore, c'est la CMA de Martinique et celle de Guadeloupe. En Martinique notamment, c'est la pérennité même de la structure qui est en discussion. Donc, poids des CFA, ça vraiment qui pèse très fortement. Voilà, ils ont tous des capacités excédentaires par rapport au nombre d'apprentis réellement formés. Et donc, les frais fixes demeurent, les recettes baissent. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la seule CMA qui a été contrôlée récemment, celle de Paris, est la seule qui a une bonne situation financière, c'est aussi la seule qui n'a pas de CFA. Exactement. Ah ouais. Oui. Monter à ce point. Merci. Là encore, c'est un peu la poule et l'œuf. Donc, on l'a beaucoup entendu lors de l'audition que nous avions juste avant, avec des points qui interpellent. Par exemple, un président qui dit « Moi, je suis dans une telle situation financière que je ne peux pas faire les travaux pour mettre mon CFA à niveau pour telle ou telle formation. » Et a priori, ce que nous échangions, c'est que nous, sur le terrain, nous entendons certaines professions nous dire « Nous manquons de tel ou tel type de professionnels. » Et de l'autre côté, les CFA n'arrivent pas à suivre et à mettre en place. Donc, il y a une inadéquation d'une part entre l'offre et la demande, et il y a d'autre part une capacité financière très difficile pour les chambres à assumer le coût des CFA. Vous avez raison, c'est un point très important. Alors, la question qu'on peut se poser, enfin, je ne sais pas si vous avez des réflexions sur le sujet, où en sommes-nous entre, d'un côté, les régions et le coût pour les régions des lycées professionnels, les CFA à côté, est-ce que là-dessus, il n'y a pas des questions qu'un jour on se pose en termes de finances publiques? Je crois, mais je parle sous ton contrôle, qu'il y a un rapport en cours fait par la 5e chambre, où justement, ils vont prendre dans quelques départements, ils vont regarder comment ça se passe entre les CFA et les lycées professionnels pour la formation des jeunes. Et donc ce rapport, qui est également où les chambres régionales des comptes sont associées, est en train de se dérouler en ce moment. Je voudrais rajouter quelque chose. Je vous remercie beaucoup, c'est très intéressant là, tout ce que vous venez de nous... Oui, mais juste sur ce point-là, et puis comme ça. Pardon de vous avoir interrompu. Oui, non, mais comme c'est tout chaud pour nous. Il y a un autre président qui nous a dit, moi j'ai de la chance, je n'ai pas de CFA. Bon, c'est ce qu'on vient de dire. Mais il a dit aussi, quand on lui a demandé comment étaient gérés les CFA, il a dit, c'est une association. En le poussant dans ce retranchement, on a su que c'était une association CCI, CMA. Alors, je me dis qu'à l'occasion d'un contrôle, ça pourrait être intéressant quand même d'extraire la question des CFA, parce que nous, il faut qu'on ait aussi une visibilité sur les fondamentaux, qui, certes, c'est la formation, mais c'est aussi le service aux entreprises. Et je trouve que pour eux, c'est un peu moins clair, parce qu'ils ne font pas ce ne sont pas des analystes comme vous, mais finalement... il y a une espèce de confusion sur la situation réelle des chambres, parce qu'il y a à la fois la formation, et on occulte un petit peu le coût de la prestation de services aux entreprises. Voilà. Les CFA ont des comptes séparés, mais effectivement, lorsqu'un CFA est en déficit, c'est la CMA qui abonde et qui prend sur ces... Voilà. Par contre,
en principe, dans les prélèvements sur les fonds de roulement, les calculs ont été faits pour mettre en réserve, si je puis dire, enfin mettre de côté dans les calculs le coût des CFA. C'est-à-dire que ça a été quand même quelque chose qui, je crois, a été pris en compte. Alors pour terminer, donc il y a beaucoup de remarques et de critiques malgré tout, et je pense Olivier Mousson y a fait un peu référence aussi, ou le président, sur les remarques des commissaires aux comptes. Vous avez entendu qu'il y avait quand même plus de remarques sur les CMA que sur les CCI. Et de fait, les chambres régionales, c'est la même chose, ont beaucoup plus de remarques de gestion à adresser au CMA qu'au CCI. Absence de contrôle interne effectif, non-présentation de budget séparé pour les CFA dans certains cas, des budgets qui doivent être, dans certains cas, ça a été le cas pour la CMA du Var, tous rendus exécutoires par le préfet parce que le mécanisme d'adoption des comptes ne se faisait pas dans les délais par la Chambre. Donc, beaucoup plus de critiques à adresser au CMA qu'au CCI. Et enfin, et pour terminer, en ce qui concerne la réforme, là aussi, peu de références y sont faites, encore moins d'ailleurs pour les CMA que pour les CCI. Toutefois, la CRC d'Île-de-France, dans son contrôle de la Chambre de métier et de l'artisanat de Paris, c'est un contrôle donc, qui a été publié au mois de septembre 2014, a souligné que la mutualisation entre les CMA de la région est bien trop lente au regard des enjeux. Par contre, point positif, elle souligne dans son contrôle de la CMA de Seine-Saint-Denis le fait que le COM soit en cours d'élaboration, ce qui devrait donner un peu de visibilité. Voilà, je m'arrête là. Nous avons eu comme réflexion à différentes reprises de la part de la tête de réseau CCI France un souhait d'une plus grande implication de la tutelle. Et on a trouvé ça assez contradictoire parce qu'à la fois on a affaire à un public qui est très soucieux de son indépendance et qui réclame plus de tutelle. Alors je ne sais pas si à travers ce que vous avez vu, lu, vous pouvez nous donner un avis. Est-ce que vous pensez que ça mériterait effectivement un petit peu plus de poids de la part de la DGE Peut-être, si vous me permettez, je vais peut-être compléter la question. Aussi que quelquefois, la tutelle, et vous y avez fait allusion tout à l'heure, monsieur, dans le commentaire sur les CCI, on voit aussi que quelquefois, on a un peu, alors je ne vais pas dire redondance, mais on a un manque de clarté vis-à-vis de la tutelle, et on le voit particulièrement dans le cas des écoles. Et donc là-dessus, est-ce que nous n'avons pas aussi des questions à nous poser? Je complète ce que dit ma collègue, c'est-à-dire à la fois le rôle de la tutelle et finalement, c'est une question qu'on s'était d'ailleurs posée au moment du texte en 2010, notamment sur les CCI, sur finalement les missions, parce qu'on se rend bien compte, et vous venez d'y faire allusion, madame, sur les rapports finalement des CRC, c'est que qu'y a-t-il de commun entre une chambre de commerce qui a un port et un aéroport et une chambre de commerce qui n'en a pas? On voit bien que pour certaines, s'il n'y a pas de port et pas d'aéroport, il y a peu d'activités quelquefois. Et on voit aussi, et vous y faisiez allusion en termes feutrés, que dans certains cas, les écoles de commerce ont une telle importance que la CCI ne peut plus assumer parce que la taille de la CCI est totalement inversement proportionnelle à la taille de la chambre de commerce. Donc là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une évolution à se poser sur quelle tutelle en fonction de quelle activité, quelque part? Je vais essayer de répondre, mais encore une fois, on n'a pas regardé CCI France depuis longtemps. Mais enfin, c'est un domaine que je connais pour avoir été au ministère à un moment donné, en tout cas au cabinet ministériel. C'est vrai que la tutelle a perdu beaucoup d'emplois. C'est vraiment un bureau tout à fait limité et ils sont, à mon avis, dans l'incapacité. Un contrôle de l'égalité, c'est vraiment ça le contrôle de la tutelle. Et les questions d'emploi, les questions d'élection, les questions de budget, et encore, est-ce qu'il faut remonter? Donc, il ne faut pas leur demander de faire de la stratégie. Donc, il n'y a pas de tutelle, de mon point de vue, stratégique, en tout cas, à Bercy, de mon point de vue.
Bon, alors, deuxième point, je ne suis pas surpris que CCI France vous dise on veut plus de tutelle, parce que la PCMA nous a dit la même chose. La PCMA déplore un manque de tutelle au niveau national et au niveau déconcentré des préfets de région et demande même que le contrôle de légalité soit plus efficace. Et c'est là peut-être que le politique peut jouer un rôle, parce que le contrôle de légalité, ou si vraiment il y a une contrainte par la loi ou par les décrets, et certains n'ont pas été pris assez rapidement, les préfets de région, ils ne peuvent pas faire appliquer la loi qui n'existe pas. Donc c'est vrai qu'il y a, moi je sens en tout cas sur les problèmes de réorganisation une volonté, en tout cas du côté de la PCMA, de faire bouger les choses, que les choses avancent. Mais cela dit, ils n'ont que très peu de moyens. Ils sont assez volontaires. La première chambre des métiers de région, ça a été celle de Nord-Pas-de-Calais, parce que le président Griset venait de cet endroit. Donc ils sont volontaires, mais ils ont en face d'eux des élus, et ils n'ont que leur force de conviction, s'il n'y a pas une obligation de faire. Je suis relativement optimiste d'abord sur l'effet de la réforme de 2010, voir ce qui va être pris dans la loi de Macron. Ça, je ne sais pas, c'est pas à la Cour de s'exprimer là-dessus, parce qu'on ne va pas faire de prospective. Mais il faut effectivement qu'il y ait... c'est difficile, je pense, peut-être de réseaux ils ne peuvent qu'organiser, ils ne peuvent pas contraindre. En revanche, je pense que la tutelle peut, si jamais il y a des textes, pousser davantage les chambres départementales à ne pas faire d'erreur. La PCMA citait par exemple le fait que d'un côté, on les forçait à faire une mutualisation informatique, et de l'autre côté, le préfet de région validait des budgets où il y avait des investissements informatiques qui étaient faits au niveau d'une chambre départementale. On ne peut pas en même temps dire il faut centraliser, il faut mettre ça au niveau de la région, et puis ensuite permettre des investissements sur le plan local. Je voudrais vous dire, je suis particulièrement choquée, parce que quand on a reçu CCI France, on a appris que finalement, ils ne communiquaient pas leurs données comptables à la tutelle. Ce qu'ils appellent cube, ils ne les communiquent pas. Donc là, on a eu, nous, dans le cadre de notre rapport, on a eu quelques éléments qui sont intéressants. On va peut-être aller à une présentation, mais je veux dire, l'État n'a pas connaissance. Donc, moi, ça me paraît quand même énorme. C'est énorme parce qu'en contrepartie, ils nous demandent plus de tutelle. Je pense qu'ils nous demandent plus de tutelle parce qu'ils ont du mal à gérer la diversité des différentes chambres sur le territoire. Si vous permettez d'ajouter un mot, je crois qu'il y a toujours une ambiguïté dans le mot tutelle. Et il faudrait savoir exactement qu'est-ce qu'ils demandent. Et la vraie tutelle, ce serait de considérer ces organismes consulaires comme des opérateurs des politiques de l'État. Et ça, je serais vraiment très surpris que ce soit ça qu'ils demandent. Alors, pour le reste, c'est donc une espèce de fausse tutelle. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à ce dont les collectivités locales ne voulaient plus. C'est-à-dire, c'était même pas d'être des opérateurs. À l'époque, c'était simplement une espèce de tutelle du préfet, je dirais une tutelle paternelle, pour autoriser ou ne pas autoriser un certain nombre de choses. Ça aussi, je ne suis pas sûr que ce soit ce genre de tutelle dont il parlait. Alors, est-ce que si ça devient une tutelle partenariale, et l'expression maximale du rôle de la tutelle, c'est le contrat d'objectifs et de moyens, qui est quand même un cadre quand même relativement bienveillant, je partage un peu le scepticisme de mon collègue. Revenir maintenant sur la partie CMA, puisque madame, vous avez eu la gentillesse de relire pour nous des rapports beaucoup plus récents qui permettent, même si ça reste encore très neuf, d'avoir quelques idées. Et est-ce que vous pensez vous avez a priori tout à fait nettement constaté une baisse significative de la situation budgétaire? Est-ce que vous avez une idée du rapport entre ce qui peut être d'un côté la baisse des recettes, d'un autre côté ce qu'on pourrait qualifier peut-être de charges plus importantes? Pour le plafonnement de loi de finances, je pense que c'est trop juste pour s'en rendre compte. Et il y a une question que je vais quand même poser. Elle a été évoquée dans l'audition précédente par un président qui appelait ça la micro-entreprise. Moi, je vais appeler un chat et je vais parler de l'auto-entrepreneur. Est-ce que ce sont des éléments dont vous avez eu quelques éléments?
il y a un rapport qui en parle, un seul, mais voilà, c'est pour ça que c'est vraiment difficile à partir de... Alors, les ressources fiscales représentent 20 à 25% des ressources d'une CMA, hein, pas plus, je dirais. Pour le reste, vraiment, on a quand même trop peu de... C'est trop ponctuel pour qu'on puisse tirer des généralités d'un ou deux rapports, quoi. Mais par contre, voilà, il y a un rapport, et je suis désolée, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais plus lequel, qui parle de cet aspect auto-entrepreneur, mais justement, je m'étais posé la question, je me suis dit, est-ce que systématiquement, les collègues des chambres régionales l'ont relevé? Et du coup, ça voudrait dire que systématiquement, en face, les structures contrôlées leur en ont parlé. Et non. Voilà, il y en a un qui souligne que, mais ce qui est mentionné aussi, je crois que c'est celui de la Chambre des métiers de Paris, c'est que il y a aussi le fait qu'il y a un mécanisme qui permet, mais Olivier saurait mieux que moi sans doute, qui permet d'aller directement s'inscrire au greffe sans passer par la Chambre de métiers et qui fait qu'on squeeze l'inscription automatique à la CMA et qu'on n'a pas à payer la redevance. J'ai vu ce mécanisme-là, mais j'ai pas tellement creusé, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Hein? Écoutez, par contre, ce que je peux faire, c'est rechercher dans quel rapport et voilà, hein, et vous adressez les pages qui font mention de ce point. Bien sûr, le problème. Alors, je pense que la PCMA est capable de vous fournir parfaitement ce qu'a coûté la loi sur l'auto-entrepreneuriat dans leur budget. Bon, il y a d'une part l'immatriculation gratuite, il y a d'une part le fait qu'il n'a pas l'obligation de faire un stage préalable à l'installation, ce qui existe pour les artisans, et il y a également l'exonération du paiement de la taxe pour frais pendant 2 ans. Donc à partir du nom d'immatriculation des auto-entrepreneurs, ils sont capables de vous dire, et bon, ça existe d'ailleurs dans le rapport de la Cour sur les années 2011-2012, combien ça a coûté, combien de manque à gagner ça a coûté, sans parler du fait qu'effectivement, dans la mesure où ils sont obligés de recevoir ces auto-entrepreneurs, c'est une charge supplémentaire, un travail supplémentaire pour leur service. Cela dit, la Cour n'est pas allée dans le sens de la PCMA pour dire qu'il fallait supprimer le régime de l'auto-entrepreneuriat. Je pense que c'est à la PCMA de s'adapter, même si effectivement il y a de fait une baisse des ressources. Juste comme ça, pour votre information, puis c'est une réflexion, c'est pas seulement du ressenti, mais on l'a entendu. Le paradoxe, c'est que quand on a interrogé les chambres, moi je les ai pas entendues aussi critiques des décisions budgétaires 2015 que nous avons prises que les chambres de commerce. Elles nous parlent beaucoup moins de difficultés financières. Parce que les prélèvements sont bien moindres. Je sais bien, mais les volumes aussi. Je voudrais, s'il vous plaît, revenir sur un point que vous avez évoqué, puisque on est quand même obligé de se reposer, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, la question des missions. Donc vous avez beaucoup évoqué les doublons, les superpositions de différents organismes en évoquant UbiFrance. Est-ce qu'on a une idée de la part dans le budget des chambres, la part de l'international, de l'action internationale? Est-ce que c'est identifiable? Est-ce qu'ils ont des... Alors, je crois que c'est identifiable. Alors, en tout cas, du côté de la PCMA, c'est identifiable. Il faut savoir, sur l'international, il faut savoir ce qu'on appelle international également. Dans le rapport sur la PCMA, la Cour a plutôt dit qu'il ne fallait pas forcément que la PCMA se mette à développer des actions à l'international. Ils ont essayé de le faire pour Dubaï, essayer de vendre l'artisanat à Dubaï. On leur a demandé si ça avait été utile, c'est pas le cas. Donc il ne faut surtout pas, à mon avis, pour parler d'émissions, que la PCMA se mette à faire de l'international. De ce point de vue-là, il vaut mieux que, si on est vraiment dans le domaine international, limiter ça à la CCI, pour répondre à votre question. Alors,
sur les CCI, encore une fois, les CCI, moi, on ne les a pas regardés. Donc, c'est difficile à dire. Je crois effectivement, quand on parle de la Chambre de commerce de Paris, qui a beaucoup souffert, parce qu'on leur a pris beaucoup d'argent, parce qu'ils sont très riches. Mais il faut savoir que la moitié de leur budget, je crois, vous vérifiez, mais plus que la moitié, c'est les écoles. Hein, donc si on leur prend... les écoles, on sait que c'est quand même ça coûte de l'argent, c'est pas facile de réduire les coûts. Donc, est-ce que la mission des CCI doit toujours être de former? Visiblement, quand on regarde les classements, les écoles de gestion donnent plutôt me semble-t-il, plutôt de bons résultats. Alors, est-ce qu'il faut casser ce jouet qui a priori, fonctionne bien? On place quand même, si on prend les trois parisiennes, HEC, le SCP, l'ESSEC, dans les meilleurs classements mondiaux en termes d'écoles de gestion. Ces écoles, elles subissent la mondialisation, elles doivent être concurrentielles sur le plan international. Cela suppose des investissements. Alors, soit il faut faire appel, comme c'est le cas donc aux alumni et aux entreprises, aux fondations, et à ce moment-là, en faire des objets quasiment totalement privés et sans bénéficier de la tutelle. Voilà. Donc ça se pose et effectivement également sur les infrastructures. Autrement, encore une fois, c'est une impression personnelle. Je pense qu'il y a besoin d'une représentation des artisans, incontestablement, et il y a besoin d'une représentation des entreprises. Il y aura de toute façon ces deux fonctions. Donc dire qu'il faut fusionner les deux et que c'est la même mission, je ne suis pas sûr. En revanche, effectivement, sur les formalités, nous sommes persuadés qu'il y a des économies à faire. Ceci étant, sur les formalités, on sait tous qu'il y a eu des non-choix. Si vous reprenez les différents textes depuis 15 ans sur les formalités, on voit bien qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont fait que les uns et les autres continuaient à avoir des formalités. Après, vous y faisiez allusion tout à l'heure, il y a le sujet de la double appartenance et donc de la double cotisation qui reste un élément et dont on a bien vu à chaque fois qu'on l'a évoqué que c'est toujours évoqué, jamais résolu, si je devais le résumer d'une façon un peu brutale. Après, si on revient à ce que vous venez de dire sur effectivement les missions, d'un autre côté, je crois que nombre de chambres de commerce considèrent que les entreprises participent à l'éducation fait aussi partie de la mission de l'entreprise. Et je ne suis pas certaine que les entreprises qui paient finalement leurs taxes pour le financement des chambres de commerce ne souhaitent pas qu'une des missions reste bien la formation pour avoir ce qui était la genèse même des écoles de commerce, des gens qui correspondent aux besoins, tout comme les artisans restent attachés à leur CFA. Donc là, c'est un vrai sujet de fond sur quelle mission, parce que est-ce que demain, ça fait sens d'avoir des chambres qui seraient finalement des endroits où on gérerait un peu de formation. Si on retire la formation initiale et qu'on ne garde que la formation continue, on change complètement le paradigme. Donc c'est un vrai sujet là. Encore une fois, j'hésite à m'engager sur un terrain où je ne dispose pas donc de livrables publics, où la Cour s'est exprimée collégialement. Et donc, maintenant, si vous parlez de gisement d'économie, quand même, la multiplication des structures, enfin, on a tous en tête des départements où, à 30 km, vous avez 2 chambres de commerce. Je pense que quand même, disons, peut-être pas la fusion, enfin le regroupement de tout ça, le regroupement des corps électoraux aussi, parce qu'il y a aussi un problème, même si ce n'est pas vraiment la question de la Cour des comptes, mais on peut certainement dans certains ressorts se poser des questions sur la réelle représentativité. Donc je pense que là, il y a peut-être aussi un gisement d'économie. De toute manière, Monsieur le Président, un vrai sujet de lisibilité à l'échelle des nouvelles régions. À partir du moment où aujourd'hui, il y a 13 régions en France, d'ailleurs, les CCI, et de la même manière, les CMA ne nous ont pas attendus et les uns et les autres nous disent qu'ils commencent à travailler sur le sujet parce que, bien évidemment... Alors après,
il n'y a pas unanimité, c'est le moins qu'on en puisse dire, sur les choix à faire et on a des lectures très différentes. Certains souhaitant avoir finalement une approche régionale et ensuite une seule chambre départementale, d'autres souhaitant garder les anciennes approches des ex-régions. Bon, tout ça n'est pas encore tranché et dépend des territoires. Mais je crois que là-dessus, vous avez parfaitement raison, il y a une nécessité de rationaliser, de mutualiser, ne serait-ce que pour plus de lisibilité dans des régions dont la taille sera totalement différente. Bien sûr. Ah, parfait. Pardon. On explique donc que, en pratique, les chefs d'entreprise peuvent directement effectuer leurs formalités au greffe afin d'obtenir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés plus rapidement qu'en passant par le centre de formalité des entreprises de la CMA 93. Cette procédure accélérée leur permet surtout de ne pas acquitter de frais d'inscription au CFE, 125 €, et de ne pas suivre le stage de préparation à l'installation. À cet égard, la Chambre note d'ailleurs que le nombre de stagiaires a chuté de plus de 32% entre 2009 et 2013. Donc, il y a eu des échanges entre la CMA et la Chambre régionale des comptes. La CRC, la Chambre régionale des comptes, a pris acte du fait que dans la perspective du recouvrement de ressources complémentaires, pour essayer de renflouer la situation de la CMA 93, la CMA avait simultanément entrepris 3 actions. Sensibiliser les entrepreneurs à la nécessité de créer administrativement leur entreprise une fois celle-ci immatriculée au greffe. Se rapprocher du greffe du tribunal de commerce de Bobigny pour limiter les cas de saisine directe de ce dernier, compte tenu du manque à gagner qui en résulte pour la CMA. Et enfin, c'est un point un peu différent sur la radiation des entreprises immatriculées. Et à la fin, et c'est la seule fois où j'ai vu le mot auto-entrepreneur cité dans un rapport, la Chambre note enfin que le statut d'auto-entrepreneur connaît des fluctuations importantes, voilà, mais sans plus de remarques que cette phrase-là simplement. Si je puis me permettre, en revoyant les documents donc des CRC, tout à l'heure, ma collègue Isabelle vous a indiqué que les CRC s'intéressaient à des sujets qui ne vous intéressaient peut-être pas nécessairement, comme les ressources humaines. Pourtant, si vous regardez un certain nombre de leurs productions, vous verrez que dans un bon nombre de cas, il y a des indemnités de départ qui sont versées à des personnels, il y a des contentieux abondants qui se traduisent par des charges. Et là aussi, il y a peut-être dans le domaine de la ressource humaine des foyers d'économie sans doute importants. Vous avez tellement raison, Monsieur le Président, dans ce que vous dites, qu'il y a également un autre élément qui nous a été expliqué tout à l'heure, où on nous a expliqué que finalement une partie du personnel avait été réfléchée. Qu'en d'autres termes, en solde net, c'était assez, pas à somme nulle, parce qu'il y avait quelques départs en retraite non remplacés, mais que pour autant, des gens qui étaient devenus des cadres dirigeants étaient repartis dans de l'opérationnel. Et donc, en termes de mutualisation, je ne suis pas absolument certaine qu'en solde net, ça ait fait beaucoup d'économies. Donc peut-être est-il intéressant que vous puissiez nous passer, peut-être par écrit, madame, si vous l'acceptez, les éléments les plus saillants concernant les personnels, parce qu'effectivement, le coût, surtout sur des budgets de fonctionnement, quand on voit finalement des résultats qui se dégradent, à un moment où effectivement il peut y avoir des accords transactionnels ou je ne sais quoi, ça peut avoir sur les années d'exercice concernées évidemment des conséquences non négligeables en augmentation de charges. Et d'autre part, quand les personnels sont réfléchis, le solde net de la mutualisation n'est pas très important. Donc probablement qu'il faut également qu'on regarde un peu plus près la notion du personnel avec évidemment tout le respect qu'on attache au poste des uns et des autres. Donc nous pouvons, enfin ma collègue me fait cette suggestion, nous sommes venus avec un certain nombre d'exemplaires des rapports des chambres régionales des comptes. Alors on peut soit vous les signaler, soit éventuellement vous laisser des exemplaires papier si vous voulez. Alors ces rapports sont consultables sur Internet sans problème. Il y a donc il y a un moteur de recherche qui en principe fonctionne convenablement. Et puis alors pour ce qui est des rapports de la Cour, Olivier Mousson vous en a cité quelques-uns. Le rapport sur la CMA, en fait, c'est un relevé d'observation qui est un document qui n'est pas confidentiel, mais qui n'est pas public. Donc on peut aussi vous le transmettre si vous le souhaitez.
pense qu'on vous l'a déjà transmis parce que voilà. Mais si l'insertion rapport public sur les écoles, ça peut vous intéresser également. Ça aussi c'est public, mais je peux. Hein, voilà. Si vous avez des problèmes en tout cas pour obtenir ces rapports publics, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Administratrice, c'est plus la liste que les rapports, puisque évidemment la liste nous permet de gagner quelques temps. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il nous reste, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, à vous remercier de cette audition particulièrement intéressante.